théorie de Hegel satisfait toutes ces conditions, sa pensée exige qu'il y ait une véritable continuité historique et en fait un genre de progrès. Celui-ci ne consiste pas en une technique toujours plus affinée de l'équivalence perceptive. Il s'agit plutôt d'un genre de progrès cognitif, étant entendu que l'art s'approche progressivement de ce type de connaissance. Lorsque cette connaissance est acquise, l'art n'a plus vraiment de raison d'être ou d'utilité. L'art constitue une étape de transition dans l'avènement d'un certain type de connaissance. La question est alors de savoir de quel genre de connaissance il s'agit, et la réponse, toute décevante qu'elle puisse sembler à première vue, est qu'elle n'est autre chose que la connaissance de ce qu'est l'art. Il existe donc une relation interne entre la nature de l'art et son histoire, ce qui, nous l'avons vu, est une condition requise. L'histoire prend fin avec l'avènement de la conscience de soi, ou mieux de la connaissance de soi. Je suppose que d'une certaine manière, nos histoires personnelles, ou du moins éducatives, ont cette même structure dans la mesure où elles se terminent par la maturité, au sens où nous en arrivons à comprendre et à accepter ce que nous sommes, ou même qui nous sommes. L'art s'achève avec l'avènement de sa propre philosophie. Je vais maintenant raconter ce dernier récit en retournant à l'histoire de l'art perceptuel passé. Le succès de la théorie de l'expression fait en même temps son échec. Son succès consistait dans sa capacité d'expliquer l'art tout entier de manière uniforme, à savoir comme expression de sentiments. Son échec réside dans le fait qu'elle n'a qu'une seule manière d'expliquer l'art dans sa totalité. Lorsque les premières discontinuités firent leur apparition comme autant de phénomènes déconcertants dans l'histoire à progrès de la représentation, la supposition que les artistes avaient peut-être des visées expressives plutôt que représentationnelles était effectivement une découverte. Mais à partir de 1906 à peu près, l'histoire de l'art semblait se réduire à une histoire de discontinuité. Cela pouvait bien sûr être mis en accord avec la théorie. Chacun et chacune de nous a ses propres sentiments. Il faut donc s'attendre à ce que ceux-ci soient exprimés de façon individuelle et même selon des manières incommensurables entre elles. Bien entendu, la plupart d'entre nous exprimeront nos sentiments d'une manière très similaire et il y a des formes d'expression qui doivent en fait être comprises en termes d'évolution, pour ne pas dire de physiologie. Nous sommes construits pour exprimer nos sentiments d'une manière que nous pouvons tous reconnaître. À cela, la théorie répond qu'il s'agit d'artistes et que les artistes se définissent en partie par le fait que leurs sentiments sont uniques. L'artiste est différent de nous autres, mais le point faible de cette théorie, plausible, quoique romantique, résidait dans le fait que chaque mouvement nouveau, depuis le fauvisme, pour ne pas parler du post-impressionnisme, dont il était issu, semblait exiger un genre de compréhension théorique, à laquelle le langage et la psychologie des émotions semblaient être de moins en moins adaptés. On n'a qu'à penser à la succession hallucinante des mouvements artistiques de notre siècle, le fauvisme, les cubismes, le futurisme, le vorticisme, le synchronisme, l'abstractionnisme, le surréalisme. Dada, l'expressionnisme abstrait, le pop art, l'op art, le minimalisme, le post-minimalisme, le conceptualisme, le photoréalisme, le réalisme abstrait, le néo-expressionniste, pour ne citer que quelques-uns des plus connus. Le fauvisme a duré 2 ans environ, et il y a eu un temps où une période entière de l'histoire de l'art semblait être destinée à ne durer que 5 mois ou à une demi-saison. À cette époque, la créativité semblait consister davantage dans la création d'une époque que dans celle d'une œuvre. Les exigences de l'art étaient quasiment des exigences historiques. Créer une époque de l'histoire de l'art, et le succès consistait à produire une innovation acceptée. En cas de succès, vous étiez assuré du monopole de la production d'œuvres que personne d'autre ne pouvait créer, puisque personne d'autre n'avait été l'époque à laquelle on vous identifiait désormais, peut-être avec quelques collaborateurs. À cela s'ajoutait une certaine sécurité financière, dans la mesure où les musées, vu leur engagement envers la structure historique et envers une sorte de complétude qui les obligeait à posséder quelques exemplaires de chaque époque, étaient désireux d'acquérir une de vos œuvres,
si vous représentiez une époque appropriée. Un artiste aussi innovateur que De Kooning n'a jamais eu véritablement la permission d'évoluer, et De Chirico, qui comprenait très bien ces mécanismes, a peint des De Chirico tout au long de sa vie, puisque c'était ce que désirait le marché. Qui voudrait d'un Outrio qui aurait l'air d'un Mondrian, ou d'un Marie Laurencin qu'on prendrait pour un Grasse Artigan, ou d'un Modigliani qui aurait l'aspect d'un Franz Kline? Chaque époque exigeait une certaine quantité de théories tout à fait complexes, afin que les objets souvent très minimaux puissent être transportés au niveau de l'art. Vu cette interaction profonde entre la localisation historique et l'affranchissement théorique, la référence au sentiment et à l'expression semblait de moins en moins convaincante. Même de nos jours, nous savons à peine quel était le véritable but du cubisme, mais je suis certain qu'il ne se limitait pas à l'expression des sentiments étonnamment concordants de Braque et de Picasso envers les guitares. Bien que la théorie de l'expression soit beaucoup trop faible pour rendre compte de cette grande profusion de styles et de genres artistiques, elle a cependant le grand mérite d'avoir considéré que les œuvres d'art, malgré des différences superficielles, constituaient une espèce naturelle, et d'avoir répondu dans un esprit scientifique à une question restée en suspens depuis Platon, à savoir « qu'est-ce que l'art ?» Cette question s'est faite urgente au XXe siècle lorsque le modèle reçu s'effondra, bien qu'il n'ait même pas été satisfaisant lorsque personne n'était encore en mesure de le dire. Mais l'inadéquation de la théorie devint plus apparente d'année en année, ou d'époque en époque, si j'ose dire, puisque chaque mouvement reprit la question à nouveau frais, se présentant lui-même comme une possible réponse finale. La question a en effet accompagné chaque nouvelle forme d'art, comme selon la thèse grandiose de Kant, le cogito accompagne chaque jugement, puisque chaque jugement soulève à propos de lui-même la question « qu'est-ce que la pensée ?» Il semblait peu à peu que le rôle principal de l'art de notre siècle consistait à poser la question de sa propre identité, en refusant comme insuffisamment générales toutes les réponses proposées. C'était comme si, pour paraphraser une célèbre formule de Kant, l'art était conceptualisable, sans correspondre à aucun concept spécifique. Cette manière d'envisager les choses suggère un tout autre modèle de l'histoire de l'art, exemplifié dans le domaine narratif par le Bildungsroman, le roman de formation, le roman d'auto-éducation qui culmine avec la reconnaissance du moi par lui-même. Plus récemment, et de manière significative je pense, ce genre se retrouve surtout dans la littérature féministe, dans laquelle la question que l'héroïne pose au lecteur et à elle-même est de savoir en même temps qui elle est et ce que c'est que d'être une femme. La grande œuvre philosophique présentant cette œuvre est l'étonnante phénoménologie de l'esprit de Hegel, œuvre dont le héros est l'esprit du monde que Hegel appelle Geist, et dont il retrace dialectiquement les étapes du développement vers la connaissance de soi et vers la réalisation de soi à travers la connaissance de soi. L'art constitue une de ces étapes, en fait, une des étapes presque finales du retour de l'esprit à l'esprit à travers l'esprit. Mais c'est une des étapes qui doit être traversée au cours de l'ascension douloureuse vers la connaissance rédemptrice finale. D'après le schéma hegelien, la culmination de la quête et du destin du Geist réside justement dans la philosophie. Cela surtout parce que la philosophie est une activité essentiellement réflexive, au sens où la question de ce qu'elle fait partie de ce qu'elle est. La question de ce qu'elle est fait partie de ce qu'elle est, sa propre nature étant un de ses problèmes majeurs. En effet, l'histoire de la philosophie peut être lue comme l'histoire des identités erronées revêtues par la philosophie, ainsi que de ses échecs à voir à travers elle-même et à se reconnaître elle-même. Il est possible de soutenir que Hegel affirme que l'histoire philosophique de l'art consiste dans le fait qu'elle sera finalement intégrée dans sa propre philosophie. Elle démontrerait alors que l'autothéorisation est une possibilité réelle, qui garantit qu'il y a quelque chose dont l'identité consiste dans la compréhension de soi. C'est ainsi que le grand drame de l'histoire, qui dans la philosophie de Hegel est une divine comédie de l'esprit, peut prendre fin dans un moment final d'éveil de soi, l'éveil consistant en lui-même. L'importance historique de l'art réside donc dans le fait
qu'il rend possible la philosophie de l'art et la dote de son importance. Si maintenant nous abordons l'art du passé récent en ces termes, grandioses il est vrai, nous voyons quelque chose dont l'existence en tant qu'art dépend de plus en plus de la théorie, si bien que celle-ci n'est pas extérieure au monde qu'elle cherche à comprendre, et qu'en comprenant son objet, elle doit se comprendre elle-même. Mais les productions récentes présentent encore une autre caractéristique, à savoir que les objets s'approchent du point zéro à mesure que leur théorie s'approche de l'infini, de sorte que virtuellement tout ce qui reste enfin est la théorie. L'art s'étant volatilisé dans l'éblouissement de la pure pensée à propos de lui-même et ne subsistant plus en quelque sorte que comme l'objet de sa propre conscience théorique. Si une telle théorie a la moindre chance d'être plausible, il est possible de supposer que l'art est arrivé à son terme. Bien sûr, il y aura toujours une production artistique, mais les artistes qui vivront dans ce que j'aime appeler la période post-historique de l'art produiront des œuvres qui n'auront pas l'importance ou la signification historique que depuis très longtemps nous avons pris l'habitude d'attendre d'elles. L'étape historique de l'art est achevée lorsqu'on sait ce qu'est l'art et ce qu'il signifie. Les artistes ont ouvert la voie à la philosophie et finalement le moment est arrivé de confier la tâche aux philosophes. Je voudrais conclure en formulant cela d'une manière qui pourrait le rendre acceptable. La fin de l'histoire est une expression qui a des connotations menaçantes à une époque où nous avons le pouvoir d'en finir avec tout, de mettre un point final explosif à l'existence du genre humain. L'Apocalypse a toujours été une vision possible, mais elle a rarement semblé si proche de la réalité qu'aujourd'hui. Lorsqu'il ne restera plus rien pour faire de l'histoire, c'est-à-dire plus d'êtres humains, il n'y aura plus d'histoire. Mais les grands méta-historiens du XIXe siècle, avec leur interprétation essentiellement religieuse de l'histoire, envisageaient plutôt une issue plus bénéfique, même si chez Karl Marx, la violence devait être le moyen menant à cette culmination bénéfique. Pour ces penseurs, l'histoire était une sorte d'agonie nécessaire pour mériter la fin de l'histoire, et la fin de l'histoire signifiait donc la fin de cette agonie. C'est la fin de l'histoire, mais non celle du genre humain, comme c'est la fin du récit, mais non celle des personnages qui continuent à vivre heureux à tout jamais, faisant ce que bon leur semble dans leur insignifiance post-narrative. Quoi qu'ils fassent et quoi qu'il leur arrive maintenant, cela ne fait plus partie de l'histoire qui avait été vécue à travers eux, comme si eux en avaient été le vecteur et que le récit en avait été le sujet. Voici un résumé pertinent par Alexandre Kojève, commentateur profond et influent de Hegel. En fait, la fin du temps humain ou de l'histoire, c'est-à-dire l'anéantissement définitif de l'homme, proprement dit, ou de l'individu libre et historique, signifie tout simplement la cessation de l'action au sens fort du terme, ce qui veut dire pratiquement la disparition des guerres et des révolutions sanglantes, et encore la disparition de la philosophie, car l'homme ne changeant plus essentiellement lui-même, il n'y a plus de raison de changer les principes vrais qui sont à la base de sa connaissance du monde et de soi. Mais tout le reste peut se maintenir indéfiniment, l'art, l'amour, le jeu, bref, tout ce qui rend l'homme heureux. Dans un passage célèbre sur lequel Kojève s'est fondé sans aucun doute pour écrire les lignes qui précèdent, Marx décrit la vie de l'homme lorsque toutes les contradictions qui définissent l'histoire et dont l'expression sociale consiste dans les guerres de classe, que le manifeste communiste spécifie d'une manière si menaçante, se seront résolues à travers l'agonie de l'histoire. La société est dorénavant sans classe. Il ne reste plus rien qui permette de produire encore de l'histoire et l'homme se retrouve sur les rives promises de l'utopie, un paradis de non-aliénation et de non-spécialisation. Là, nous dit Marx, je puis être chasseur le matin, pêcheur l'après-midi et critique le soir. Pour Hegel, comme pour Marx, la vie post-historique sera une sorte de club méditerranéen philosophique où ce qu'on avait coutume d'appeler le ciel, où il ne nous reste rien à faire sinon, pour utiliser le vocabulaire de nos adolescents, nous éclater. Ou pour prendre une autre image, empruntée à Platon cette fois, à la fin de la République, il évoque le choix parmi toute une variété de vies qui sont disposées devant eux, qui est proposé aux hommes purifiés par la vie après la mort et qui sont prêts à réintégrer le monde. Ulysse, circonspect, choisit une vie obscure et calme.
le genre de vie que la plupart des gens mènent la plupart du temps, l'existence simple de toute bête du sitcom, la vie de village, la vie domestique, le genre d'existence que dans un épisode douloureux. Achille le regrette chez Hadès. Seulement chez Marx et Hegel, l'histoire ne poursuit pas sa course bruyante au-delà des horizons lointains. Les tempêtes se sont apaisées à tout jamais. À présent, nous pouvons faire ce qu'il nous plaît en observant cet impératif qui n'en est pas un du tout. Fais ce que tu voudras. La fin de l'histoire coïncide avec, et en fait identique à ce que Hegel appelle l'avènement de la connaissance absolue. La connaissance est absolue lorsqu'il n'existe pas de faille entre elle-même et son objet, ou lorsqu'elle est son propre objet, donc lorsqu'elle est sujet et objet à la fois. Le paragraphe final de la phénoménologie caractérise de manière pertinente l'aboutissement du sujet dont traite le livre, en disant qu'il consiste à savoir parfaitement ce qu'il est. Désormais, rien n'est plus en dehors de la connaissance, ni n'est opaque à la lumière de l'intuition cognitive. Une telle conception de la connaissance est, je crois, irrémédiablement défectueuse. Mais s'il existe quelque chose qui puisse prétendre en être une exemplification approchée, c'est l'art à notre époque, car l'objet qui constitue l'œuvre d'art est tellement irradié par la conscience théorique que la division entre l'objet et sujet est pratiquement dépassée, et il importe peu si l'art est la philosophie en action ou la philosophie l'art en pensée. Hegel écrit dans son esthétique « Il n'y a pas de doute que l'art peut être utilisé comme un simple passe-temps et une distraction pour orner notre environnement, pour donner une surface vivifiante aux conditions extérieures de notre vie, ou pour mettre en relief d'autres objets par la décoration. C'est à une fonction de ce genre que Kojève pense sans doute lorsqu'il parle de l'art comme d'une des choses qui rendront l'homme heureux au temps post-historique. C'est un genre de jeu, mais cet art, affirme Hegel, n'est pas vraiment libre, puisqu'au service d'autres objets. L'art est réellement libre, continue-t-il, uniquement lorsqu'il s'est établi dans une sphère qu'il partage avec la religion et la philosophie, n'étant ainsi qu'un des modes et une des formes à travers lesquelles les vérités spirituelles les plus compréhensives sont rendues conscientes. Après avoir dit tout cela, et on n'est pas égal pour rien, bien plus, il conclut « Avec tristesse ou non, je laisserai au lecteur le soin de juger. L'art est et reste pour nous une chose du passé, et eu égard à ses possibilités suprêmes, l'art a perdu ce qu'il y avait d'authentiquement vrai et vivant, et il se trouve relégué dans notre représentation plutôt que de maintenir dans la réalité sa nécessité antérieure et sa place supérieure. Pour cette raison, la science de l'art ou Kunstwissenschaft, terme par lequel Hegel n'entendait certainement rien qui ressemblerait à l'histoire de l'art telle qu'elle est pratiquée de nos jours comme discipline académique, mais plutôt une sorte de philosophie culturelle du genre de celle qu'il était lui-même en train de développer, est beaucoup plus nécessaire à notre époque qu'en des temps où l'art lui-même suffisait pour donner pleine satisfaction. Et plus loin dans ce passage absolument extraordinaire, il dit « L'art nous invite à le contempler réflexivement, afin de connaître scientifiquement ce qu'il est. Or, ce n'est la guère le but de l'histoire de l'art, telle que nous la connaissons, bien que je sois certain que cette discipline actuellement plutôt anémique s'est développée à partir d'une conception aussi robuste que celle proposée par Hegel. Mais il se peut aussi que l'histoire de l'art ait la forme que nous connaissons, parce que l'art tel que nous le connaissons est fini. Bien, comme dirait Marx, vous pouvez être un peintre abstrait le matin, un photoréaliste l'après-midi, un minimaliste minimal le soir. Ou vous pouvez découper les poupées en papier ou faire ce qui vous chante. L'âge du pluralisme est nôtre. Désormais, peu importe ce que vous faites, voilà ce que signifie le pluralisme. Lorsque toute direction est aussi bonne qu'une autre, la notion de direction n'est plus pertinente. La décoration, l'expression de soi-même, la distraction sont bien entendu des besoins humains permanents. L'artiste aura toujours des services à rendre si les artistes s'en contentent. La liberté finit avec son propre accomplissement. Nous avons de tout temps connu un art utile. Les institutions du monde de l'art, les galeries, les collectionneurs, les expositions, le journalisme, qui se règlent sur l'histoire et donc marquent ce qui est nouveau, vont peu à peu disparaître.
Il est difficile de prédire combien heureux nous rendra le bonheur, mais il suffit de penser à ce que la passion pour la gastronomie a changé dans la vie américaine moyenne. D'un autre côté, cela a été un privilège immense d'avoir vécu dans l'histoire.